Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, le mot dinosaure fait partie intégrante de notre vocabulaire, évoquant instantanément ces créatures fascinantes du passé lointain. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre comment ce terme est apparu, qui l'a inventé, et pourquoi les premières idées qu'on s'est faites sur ces animaux étaient en réalité pleines d'erreurs et d'incompréhension. Cette histoire est non seulement importante d'un point de vue linguistique, mais elle permet également de jeter un éclairage précieux sur l'évolution de la paléontologie. Cette science qui étudie les êtres vivants du passé à travers leurs traces fossiles. Le mot « dinosaure » vient du grec ancien « deinos » qui signifie « terrible », « puissant » et « sauros » qui veut dire « lézard » ou « reptile ». Il a été inventé en 1842 par le paléontologue britannique Sir Richard Owen, un scientifique reconnu de son époque, qui voulait décrire un groupe spécifique de reptiles fossiles nouvellement identifiés. Ces fossiles, souvent massifs, impressionnants par leur taille et leur forme, n'entraient pas dans les catégories zoologiques classiques. Owen chercha donc à établir un nouveau terme pour les classifier. Il choisit Dinosauria, qui signifie littéralement « lézard terrible », soulignant à la fois leur grandeur et leur nature mystérieuse. Avant cette date, les fossiles de ces créatures étaient souvent attribués à tout et n'importe quoi. On les associait parfois à des restes d'animaux mythologiques, des dragons, ou simplement à des os d'animaux modernes gigantesques, comme des éléphants ou des crocodiles. L'idée d'une catégorie distincte de reptiles terrifiants était encore à construire. Il faut imaginer qu'au début du XIXe siècle, la paléontologie était une discipline tout juste émergente. Les techniques de fouille, de datation et d'étude des fossiles étaient rudimentaires, et le savoir scientifique autour de ces êtres exceptionnels était donc forcément limité. C'est dans ce contexte qu'émergèrent les premières idées reçues qui allaient marquer l'imaginaire collectif durant très longtemps. Par exemple, les dinosaures furent d'abord imaginés comme de gigantesques lézards maladroits, lents et peu intelligents. Cette vision découle en partie de la comparaison systématique avec les reptiles actuels, perçus comme des créatures peu agiles et plutôt primitives sur le plan cognitif. Or, cette idée s'est rapidement avérée réductrice, mais elle reste ancrée dans beaucoup de représentations populaires. Une autre croyance initiale est que les dinosaures avaient tous des postures semblables, notamment des membres qui s'évasent latéralement, à la manière des lézards modernes, ce qui leur aurait donné une allure peu dynamique et impressionnante. Or, dès les premières découvertes plus complètes, les paléontologues ont noté que certains dinosaures, en particulier les théropodes, comme le fameux Tyrannosaurus rex, avaient des postures plus verticales, les membres directement sous le corps, permettant une meilleure locomotion. Cependant, cette distinction a mis du temps à être acceptée par la communauté scientifique et le grand public. Enfin, l'idée que les dinosaures étaient uniquement des animaux gigantesques est aussi une vision tronquée. Si certains étaient effectivement colossalement grands, la taille variait grandement selon les espèces, avec des dinosaures minuscules, parfois à peine plus volumineux qu'une poule. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, ces créatures restent synonymes d'êtres titanesques, ce qui ne reflète pas la réalité paléontologique. Il est aussi intéressant de noter que, pour beaucoup, les dinosaures furent initialement perçus comme des animaux appartenant à une époque très éloignée, mais sans considération claire des millions d'années qui nous séparent d'eux. La notion de temps géologique, immensément long comparé à l'échelle humaine, n'était pas encore bien appréhendée. Cette méconnaissance entraînait une sorte d'anachronisme. Les dinosaures étaient parfois imaginés comme coexistant avec les humains. Une idée absurde
mais entretenu par les récits populaires et certains écrits de l'époque. Pour vous donner une idée de l'ambiance scientifique du temps, la première découverte suffisamment complète d'un squelette de dinosaure, celui de l'Hadrosaurus fulci en 1858 aux États-Unis, suscita une vive passion qui entraîna un imaginaire foisonnant, mais également parfois erroné. On s'imagina alors des reptiles monstrueux qui parcoururent la Terre avant de disparaître dans des circonstances mystérieuses. Mais faute d'éléments suffisants, ces premières reconstitutions incluaient beaucoup de conjectures, comme des postures trop rigides ou des comportements caricaturaux. Le terme « dinosaure » englobait à ses débuts un éventail varié d'espèces parfois très différentes entre elles, ce qui ajoutait à la confusion des idées. Ce n'est que plus tard, grâce à l'approfondissement des recherches, à l'affinement des classifications et à la découverte de nouveaux fossiles, que la diversité et la complexité du monde des dinosaures furent réellement mises en lumière. Aujourd'hui, nous savons que les dinosaures sont un groupe incroyablement diversifié, comprenant non seulement des géants impressionnants, mais aussi des petits animaux agiles, avec des comportements variés et des adaptations complexes, y compris des plumes, des stratégies sociales et des intelligences plus fines que ce que les idées reçues voulaient bien admettre. Cependant, même si la science moderne a corrigé beaucoup de ces erreurs, l'influence des conceptions originelles reste encore très forte dans notre culture populaire. Ainsi, l'apparition du mot « dinosaure » n'est pas simplement un fait linguistique, mais un moment charnière qui a lancé la quête de compréhension d'un monde disparu. Ce début marque aussi les origines des mythes et idées fausses qui, pour certaines, se sont transformées en vérités populaires durables. Dans les sections suivantes, nous allons approfondir ces mythes en détail, en examinant notamment l'idée que tous les dinosaures étaient des géants redoutables ou que les hommes ont vécu avec eux. Nous verrons comment la science a progressivement corrigé ces erreurs et a enrichi notre vision du règne des dinosaures d'une manière toujours plus fascinante et précise. En attendant, il est intéressant de méditer que ce mot « dinosaure » incarne à la fois la naissance d'une discipline scientifique rigoureuse et la naissance d'un imaginaire humain foisonnant, mêlé de compréhension et d'erreur. C'est une invitation à regarder ces animaux anciens avec curiosité, mais aussi avec l'humilité de reconnaître que notre savoir est toujours en évolution. Lorsque nous évoquons les dinosaures, l'image qui nous vient souvent à l'esprit est celle de créatures géantes, imposantes, parées de griffes terrifiantes, dominant leur environnement avec une force brute et inébranlable. Pourtant, cette représentation, bien ancrée dans la culture populaire, notamment à travers les films et documentaires, est en grande partie une généralisation erronée. Dans cette section, nous allons déconstruire ce mythe persistant. Les dinosaures étaient tous des géants redoutables. Cette idée reçue mérite d'être revisitée avec calme et rigueur, afin de mieux saisir la diversité étonnante de ces êtres fascinants. La fascination pour les dinosaures géants trouve sans doute son origine dans les premières grandes découvertes paléontologiques du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Les fossiles les plus spectaculaires, souvent plus visibles et plus impressionnants que leurs homologues de plus petite taille, ont naturellement attiré l'attention des scientifiques et du public. Par exemple, des géants tels que le Diplodocus, un herbivore long de plus de 25 mètres, ou le célèbre Tyrannosaurus rex, un prédateur mesurant près de 12 mètres, ont marqué les esprits comme les archétypes du dinosaure. Cependant, il est essentiel de comprendre que les dinosaures regroupent une immense diversité d'espèces, avec des tailles extrêmement variées. Aujourd'hui, les paléontologues ont décrit plus de 1000 espèces de dinosaures, et il est probable que des milliers d'autres restent encore à découvrir. Parmi cette multitude,
Si certains étaient en effet de véritables colosses, beaucoup d'autres étaient bien plus petits que ce que l'on imagine traditionnellement. Prenons, par exemple, les dinosaures herbivores de petite taille, comme les hypsilophodontes. Ces créatures mesuraient en moyenne 1 mètre à 1,50 m, ce qui est à peine plus grand qu'un chien moyen. Leur taille réduite ne les empêchait pas d'être agiles et d'occuper des niches écologiques très différentes, des géants à longue queue. Du côté des carnivores, nous retrouvons de petites espèces, comme le Compsognathus, un dinosaure d'à peine 1 mètre de long, dont la silhouette frêle contrastait avec l'image du prédateur imposant et redouté. Ce n'est pas uniquement la taille qui compte pour comprendre le rôle écologique des dinosaures. Les espèces plus modestes en taille jouaient un rôle tout aussi important dans les écosystèmes anciens. Elles avaient, par exemple, des stratégies de chasse, d'évitement des prédateurs ou d'alimentation très spécifiques, adaptées à leur corps plus petit et à différents habitats. En outre, certaines espèces de taille moyenne pouvaient être très rapides et intelligentes, ce qui remettait en question la notion de lourdeur et de lenteur, souvent associée aux reptiles préhistoriques. Un autre aspect qui alimente ce mythe est la lente évolution de la compréhension scientifique de ces créatures. Jusqu'à récemment, les reconstructions artistiques et scientifiques des dinosaures ont parfois exagéré leur taille ou leur aspect terrifiant dans un but pédagogique ou spectaculaire. Ces images ont eu un impact majeur sur l'imaginaire collectif. De nombreux films hollywoodiens, dessins animés et livres pour enfants ont perpétué ce cliché, amplifiant ainsi l'idée que tous les dinosaures étaient des géants redoutables, des monstres terrifiants hantant un monde perdu. Pourtant, la réalité des faits est bien plus nuancée. La taille humaine moyenne est immense, en comparaison avec celle d'un grand nombre de dinosaures. Par exemple, des espèces comme le Microraptor, un dinosaure à plumes de la taille d'un pigeon, ou le Parvicursor, un petit théropode gracieux, mesurait bien moins d'1 mètre en longueur. Certains dinosaures, bien qu'étant des carnivores, se situaient dans cette gamme de petite taille et jouaient des rôles semblables à ceux des renards ou des faucons aujourd'hui. Il est important de souligner également que la croissance des dinosaures suivait souvent des trajectoires très différentes entre les espèces. Certains grands dinosaures atteignaient leur taille maximale après plusieurs années, leur croissance étant relativement rapide. D'autres restaient petits durant toute leur vie, ne se destinant pas à devenir des géants. Ce fait met en lumière une grande diversité biologique et écologique qui va à l'encontre d'une vision simpliste et généralisée. La survalorisation des grands dinosaures a aussi masqué d'autres groupes d'animaux qui coexistaient avec eux et qui, par leur taille plus modeste, ne bénéficiaient pas de la même audience médiatique. Le fait de focaliser notre attention uniquement sur les espèces géantes ne rend pas justice à l'incroyable biodiversité des écosystèmes du Mésozoïque, ni aux interactions complexes qui se déroulaient entre espèces de toute taille. Ce mythe du géant redoutable ne concerne pas seulement la taille, mais inclut aussi une interprétation biaisée du comportement. La peur et le sensationnalisme ont souvent conduit à peindre tous les dinosaures comme des carnivores féroces, dominants et dangereux, prêts à une violence constante. Pourtant, la majorité d'entre eux étaient herbivores ou omnivores, adaptant leur comportement à la nécessité de survie, souvent en évitant les conflits ou en utilisant d'autres stratégies. Ainsi, en dépit de leur fascination naturelle pour l'image du dinosaure colossal et effrayant, la science moderne nous enseigne que la réalité est beaucoup plus riche. Cette nuance est essentielle non seulement pour une bonne compréhension scientifique, mais aussi pour apprécier pleinement le monde complexe dans lequel ces créatures évoluaient pendant plus de 160 millions d'années.
Autrefois réduits à des monstres statiques et effrayants, les dinosaures apparaissent aujourd'hui comme des êtres dynamiques, diversifiés et parfois même étonnamment proches sur certains aspects des oiseaux modernes, leurs descendants directs. Là où une fois ne régnait que la peur et la fascination pour la taille, s'ouvre maintenant une compréhension fine de leur écologie variée, comportant des espèces minuscules et discrètes, tout comme des géants impressionnants. C'est cette richesse qu'il est crucial de percevoir si nous voulons dépasser les idées reçues pour approcher la vérité du passé. Dans la section suivante, nous poursuivrons notre exploration en abordant un mythe tout aussi répandu et tenace. L'idée que les dinosaures ont coexisté avec les humains, une croyance largement démentie par la science, mais encore vivace dans l'esprit de beaucoup. Cette transition nous permettra de continuer à mettre en lumière les erreurs qui persistent dans la perception du règne des dinosaures, tout en découvrant l'histoire fascinante de leur époque disparue. L'idée que les dinosaures et les humains ont coexisté est sans doute l'un des mythes les plus répandus et tenaces au sujet de ces animaux préhistoriques. Cette croyance, bien que fantaisiste, s'ancre profondément dans l'imaginaire collectif, alimenté par une longue tradition d'histoire, d'illustrations, de films et même de certaines mauvaises interprétations historiques. Pourtant, pour quiconque s'intéresse à la chronologie scientifique, ce mythe apparaît rapidement comme une impossibilité, car les périodes où ont vécu les dinosaures et celles où sont apparus les premiers humains sont séparées par des dizaines de millions d'années. Pour bien comprendre, il faut d'abord rappeler l'immense échelle de temps à laquelle s'est déroulée l'histoire de la vie sur Terre. Les dinosaures sont apparus il y a environ 230 millions d'années, au cours de la période géologique appelée le Trias, et ont prospéré durant deux ères majeures, le Jurassique et le Crétacé. Cette domination a pris fin il y a environ 66 millions d'années, lors d'une extinction de masse particulièrement brutale, liée majoritairement à la chute d'un astéroïde et à des bouleversements environnementaux majeurs. En revanche, les premiers représentants du genre Homo, ancêtre direct de l'homme moderne, sont apparus seulement il y a environ 2 à 3 millions d'années, soit bien après la disparition complète des dinosaures non-aviens. L'Homo sapiens, l'espèce humaine actuelle, n'existe que depuis environ 300 000 ans. Cette vaste différence de plusieurs dizaines de millions d'années rend la coexistence avec les dinosaures totalement impossible du point de vue scientifique. Alors comment expliquer que cette fausse idée ait pu se transmettre pendant si longtemps? Plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, dans les cultures anciennes, les récits oraux et les mythes mêlaient souvent des descriptions d'animaux très anciens et disparus, parfois inspirés de fossiles mal compris, avec des personnages humains ou divins. Par exemple, dans certaines traditions, on parle de créatures gigantesques, ressemblant à des dragons, qui, rétrospectivement, peuvent être interprétées comme des échos légendaires de dinosaures. Ensuite, l'absence initiale de datation précise des fossiles au XIXe siècle, et auparavant, renforçait l'idée que les restes trouvés pouvaient provenir d'animaux ayant vécu dans des temps proches des hommes. Le concept de temps géologique, qui déploie des durées extraordinaires et sépare clairement les époques, n'était pas encore totalement établi ou compris par le grand public. La notion que les fossiles pouvaient être âgés de plusieurs millions d'années restait abstraite ou inconnue. Cette confusion s'est amplifiée avec la littérature et le cinéma. Dans de nombreuses œuvres de fiction, telles que les romans d'aventure ou les films fantastiques, on met fréquemment en scène des explorateurs ou des peuples luttant face à des dinosaures vivants, souvent dans des lieux isolés et inaccessibles. L'influence de ces fictions, combinée au goût humain pour le spectaculaire, a maintenu et diffusé ce mythe de la coexistence. De plus, certaines découvertes archéologiques ou paléontologiques erronées
comme des interprétations hâtives de fossiles ou des faux scientifiques, ont parfois contribué à brouiller les pistes. Par exemple, dans certains cas, des ossements humains et de dinosaures ont été trouvés dans des strates proches, mais aucune preuve réelle ne valide la coexistence temporelle. Souvent, ces coïncidences résultent d'erreurs de stratigraphie ou d'une mauvaise compréhension des datations. Il est également important de noter que seuls les dinosaures non aviens, c'est-à-dire les dinosaures classiques comme le Tricératops, le Stégosaurus ou le Vélociraptor, sont éteints. Mais leurs descendants directs, les oiseaux, eux, sont bel et bien contemporains de l'homme. Ils coexistent même aujourd'hui. Cette information, parfois mal comprise, peut également alimenter le mythe selon lequel nous vivons toujours aux côtés des dinosaures, alors qu'en réalité, seuls leurs héritiers à plumes ont survécu à l'extinction de masse. Les preuves scientifiques qui réfutent formellement la coexistence sont nombreuses et solides. Les méthodes modernes de datation, comme la datation radiométrique, permettent d'établir avec une très grande précision l'âge des fossiles et des couches géologiques qui les contiennent. Toutes ces données pointent une séparation nette et infranchissable entre l'époque des dinosaures et celle des humains. Ainsi, les fossiles de dinosaures proviennent toujours de sédiments vieux de dizaines, voire de centaines de millions d'années, alors que les premiers fossiles humains apparaissent très récemment à l'échelle géologique. Cette séparation temporelle explique pourquoi aucun squelette humain n'a jamais été retrouvé directement à côté d'un squelette de dinosaure non avien dans les niveaux géologiques. Pour conclure, bien que l'idée que les dinosaures et les humains aient vécu simultanément continue à faire rêver ou à effrayer, elle ne repose sur aucune preuve scientifique sérieuse. C'est un mythe forgé par des incompréhensions historiques, des légendes anciennes et nourri par la culture populaire. En réalité, notre monde moderne n'a connu que les descendants à plumes de ces animaux bigarrés, tandis que les dinosaures tels qu'on les imagine aujourd'hui ont disparu bien avant l'apparition de nos lointains ancêtres. Ce détour par ce mythe souligne l'importance de toujours croiser les sources, d'apprécier la rigueur scientifique et de distinguer la fiction de la réalité historique. Il s'agit d'une leçon précieuse qui nous servira encore dans les prochaines explorations des idées reçues sur les dinosaures. Nous poursuivrons donc avec un autre mythe tout aussi fascinant, celui de la disparition complète et immédiate de tous les dinosaures à la fin du Crétacé. Cette perspective nous permettra de mieux comprendre les nuances et les complexités qui planent autour de leur extinction. Parmi les idées reçues couramment répandues sur les dinosaures, l'une des plus intrigantes, mais aussi des plus simplistes, est la croyance que tous les dinosaures ont disparu soudainement à la fin du Crétacé, il y a environ 66 millions d'années, lors de ce qu'on appelle l'extinction du Crétacé tertiaire, ou extinction KPG. Ce mythe laisse entendre que, du jour au lendemain, toute vie de dinosaure s'est éteinte, que l'ensemble de ces créatures gigantesques et fascinantes ont disparu dans un bouleversement catastrophique dont le monde n'aurait pas retrouvé d'équivalent. Pourtant, si cet événement a bien marqué la fin d'une ère, la réalité est bien plus complexe, passionnante et nuancée. Commençons par préciser ce qu'est réellement cette extinction de masse. Il s'agit d'une des 5 grandes extinctions qui ont marqué l'histoire de la vie sur Terre. Elle a provoqué la disparition d'environ 75% des espèces vivantes, dont la quasi-totalité des dinosaures non aviens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas les ancêtres directs des oiseaux. Ce dramatique événement a eu des conséquences profondes sur la biodiversité de la planète. Mais cela ne signifie pas que la disparition a été instantanée ou uniforme. Le terme « extinction » peut donner une fausse impression. Il ne s'agit pas d'un instant précis ou d'un coup de baguette magique, mais plutôt d'une période qui a duré plusieurs milliers,
voire centaines de milliers d'années, à l'échelle géologique. Les dinosaures ont ainsi progressivement souffert des changements environnementaux majeurs qui se produisaient à cette époque, comme les changements climatiques, les modifications des écosystèmes, la chute d'un astéroïde gigantesque dans la péninsule du Yucatan actuelle, mais aussi de l'activité volcanique intense, notamment les trappes du Décan en Inde. Cependant, l'idée que tous les dinosaures aient disparu est à nuancer fermement. Si les fameux dinosaures non-aviens se sont éteints, plusieurs lignées ont survécu à cet événement. La plus remarquable de ces survivantes sont les oiseaux. En effet, les oiseaux d'aujourd'hui ne sont autres que les descendants directs de petits dinosaures théropodes. Ils ont traversé la frontière entre le Crétacé et le Tertiaire grâce à des adaptations particulières, comme leur taille relativement petite, des aptitudes au vol et une alimentation diversifiée qui leur ont permis de s'adapter aux nouvelles conditions. Ainsi, les dinosaures ne sont pas complètement éteints comme on le croit souvent. Ils persistent au travers des oiseaux que nous pouvons observer autour de nous. Des moineaux aux aigles, tous partagent ce lien profond avec leurs ancêtres préhistoriques. Cette continuité évolutive remet en question la perception d'une extinction totale, offrant au contraire une image de renouvellement et d'adaptation de la vie. D'autre part, la disparition des grands dinosaures a provoqué une ouverture écologique majeure, fournissant un terrain fertile à l'émergence et à la diversification d'autres groupes d'animaux, notamment les mammifères. C'est en partie grâce à cet événement que les mammifères ont pu occuper des niches écologiques auparavant dominées par les dinosaures, ouvrant la voie à l'apparition des nombreuses espèces actuelles, y compris l'homme. Le mythe selon lequel l'extinction aurait été brutale et instantanée est aussi renforcé par le fait que dans certains sites fossiles, on observe une rupture nette dans les couches sédimentaires, avec une disparition apparente presque soudaine des restes de certains groupes. Néanmoins, cette image peut être trompeuse, car la fossilisation est un processus complexe, partiel et souvent fragmentaire. Les fossiles ne représentent qu'un échantillon très incomplet de la vie passée, ce qui complique la perception de la durée précise des événements. En outre, des études récentes montrent que certains petits groupes de dinosaures, à la toute fin du Crétacé, étaient déjà en déclin avant la catastrophe de l'astéroïde, tandis que d'autres espèces semblaient encore prospérer. Ce constat nuance encore l'idée d'une extinction brutale pour tous et invite à considérer que le déclin a commencé bien avant ce fameux impact. Par ailleurs, ce mythe engendre parfois la confusion entre les dinosaures et d'autres groupes de reptiles marins ou volants, comme les ptérosaures et les plésiosaures, qui, eux aussi, ont disparu à cette époque. Ces animaux ne sont pas considérés comme des dinosaures à proprement parler, mais leur inquiétante disparition contribue au sentiment d'un effondrement global de la vie animale. Le phénomène d'extinction du Crétacé est donc bien un tournant majeur de l'histoire naturelle. Mais il ne faut pas le résumer à une disparition immédiate et totale de tous les dinosaures. La vision plus juste est celle d'une transition brutale, certes, mais empreinte de complexité, où certaines formes de vie ont péri, d'autres survécu et se sont transformées au fil du temps. Enfin, expliquer et déconstruire ce mythe est essentiel pour comprendre non seulement l'histoire des dinosaures eux-mêmes, mais aussi les mécanismes de l'évolution, la fragilité et la résilience de la vie, ainsi que l'échelle du temps géologique qui dépasse de loin notre perception quotidienne. Dans la prochaine étape de notre voyage, nous aborderons un mythe complémentaire, qui est celui de la prétendue bêtise et lenteur des dinosaures. Deux notions qui se sont révélées bien éloignées de la réalité scientifique et qui enrichissent encore notre compréhension de ces fascinants animaux préhistoriques. Il existe une image profondément enracinée
dans notre culture collective. Celle des dinosaures comme des créatures lourdes, maladroites, lentes et intellectuellement limitées. Cette idée, répandue depuis longtemps, donne à penser que ces animaux, bien que puissants, étaient incapables de penser rapidement, d'adapter leur comportement ou d'exercer une intelligence quelconque. Aujourd'hui, les avancées en paléontologie permettent de remettre en question cette vision simpliste et souvent erronée. Prenons le temps d'explorer pourquoi et comment le mythe des dinosaures bêtes et lents a persisté avant de découvrir la réalité beaucoup plus complexe. La notion de lenteur des dinosaures vient d'une époque où ils étaient généralement comparés à des reptiles modernes tels que les crocodiles et les lézards, eux-mêmes réputés pour leurs mouvements plutôt pesants et parfois leur faible vitesse. Ceci a conduit naturellement les premiers chercheurs et le grand public à penser que tous les dinosaures, en particulier les grands sauropodes aux immenses corps massifs, devaient être rigides et lents. La technique d'imagerie et l'étude des fossiles, encore balbutiantes au XIXe siècle, ne permettaient pas alors d'appréhender toutes les subtilités de la locomotion animale. Par ailleurs, cette idée s'est accompagnée d'une seconde croyance parallèle, souvent associée, celle de la faible intelligence des dinosaures. Dans les représentations initiales, ces animaux étaient perçus comme de simples êtres, réagissant aux stimuli de manière mécanique, sans capacité d'adaptation ou de comportement complexe. Ces stéréotypes ont été nourris par la comparaison à des reptiles modernes qui, à tort, sont parfois qualifiés de moins évolués ou primitifs. Cependant, les données accumulées durant les dernières décennies ont profondément changé notre regard. L'étude approfondie de leur squelette, de la structure de leurs os et même des empreintes fossiles qui témoignent de leur déplacement a montré des variations très importantes en termes de vitesse et d'agilité selon les espèces. Certains petits dinosaures, comme le Vélociraptor, qui mesurait environ 2 mètres de long, possédaient des attributs physiques indiquant une grande rapidité et une grande agilité. Leur morphologie fine, des membres postérieurs longs et musclés, des griffes puissantes, suggère des prédateurs capables de poursuites rapides ou de manœuvres complexes. Par ailleurs, certains dinosaures herbivores, plus petits, présentaient également des capacités de locomotion efficaces, probablement nécessaires pour fuir des prédateurs. Les traces fossiles d'empreintes retrouvées dans différentes formations sédimentaires indiquent que leur vitesse pouvait être assez soutenue, même si elle ne rivalisait pas avec celle des plus grands animaux d'aujourd'hui. Quant à l'intelligence des dinosaures, elle a longtemps été estimée comme faible en raison de la taille relative de leur cerveau par rapport à leur corps. C'est ce qu'on appelle le quotient d'encéphalisation. Cette méthode comparative donne une première idée, mais elle est loin d'être la mesure parfaite de l'intelligence. En effet, les études récentes, notamment sur des spécimens comme Troodon, un petit théropode réputé pour avoir une des plus grandes proportions de cerveau par rapport à sa taille corporelle, suggèrent des comportements sociaux complexes, une capacité à chasser en groupe, voire des formes d'apprentissage. Cette évolution dans la compréhension est également soutenue par la découverte de fossiles illustrant des comportements spécifiques, des groupements d'ossements suggérant la vie en troupeau ou en famille, des traces d'animaux soignant leurs petits, ou même certaines formes de communication vocale, avec des structures permettant la production de sons complexes. Tout cela indique que les dinosaures pouvaient vivre dans des sociétés organisées, calculer, réagir rapidement à leur environnement et faire preuve d'une forme d'intelligence avancée, loin de l'image simpliste et archaïque qu'on leur associait. Le mythe des dinosaures lents et bêtes trouve donc bien ses racines dans les premières idées reçues, dans des observations limitées et dans des comparaisons erronées avec les reptiles modernes.
Il faut aussi considérer que ces stéréotypes étaient renforcés par le pouvoir des médias et de la fiction, qui aiment mettre en scène ces animaux comme des monstres maladroits mais puissants, dignes d'effrayer, mais pas de fasciner par leurs qualités intellectuelles ou leur agilité. Aujourd'hui, la science affûte non seulement la reconstruction de la morphologie des dinosaures, mais aussi leur comportement, grâce à des techniques avancées comme l'imagerie 3D, la modélisation informatique et l'analyse chimique des os fossilisés. Ces méthodes permettent de mieux estimer la vitesse de course possible, le développement du système nerveux et même les interactions sociales entre individus. En somme, la réalité des dinosaures est bien éloignée du vieux cliché du monstre lent et stupide. Certaines espèces étaient au contraire rapides, vives, sociales, capables d'adaptation comportementale finement ciselée par l'évolution. Cette vision changeante nous rappelle combien notre perception d'un sujet, aussi fascinant soit-il, peut être influencée par des biais, des attentes simplifiées ou des images stéréotypées. Pour conclure cette partie, il est essentiel de garder à l'esprit que la notion d'intelligence chez les animaux ne se mesure pas simplement à l'aune de nos critères humains, comme la taille du cerveau en valeur absolue, mais plutôt à leur capacité à survivre, à s'adapter et à interagir dans leur environnement. En ce sens, les dinosaures ont longtemps été mal jugés, et nous ne cessons d'apprendre à les comprendre réellement. Dans la prochaine section, nous explorerons un autre mythe majeur, celui qui réduit les dinosaures à de simples reptiles écailleux, ignorant l'étonnante diversité des revêtements corporels et des adaptations découvertes depuis plusieurs années, notamment la présence de plumes chez certains groupes. Cette découverte fascinante contribuera encore à enrichir notre portrait plus juste et nuancé de ces animaux anciens. Depuis des décennies, une image largement partagée dépeint les dinosaures comme de simples reptiles géants, recouverts exclusivement d'écailles dures et rugueuses, semblables à celles des crocodiles actuels. Cette représentation flatte cette idée intuitive que les dinosaures, appartenant à la grande famille des reptiles, devaient forcément avoir une peau écailleuse pour se protéger et résister à leur environnement. Pourtant, cette idée est aujourd'hui largement remise en cause et dépasse largement le domaine du cliché pour révéler une complexité fascinante dans leur apparence et leur biologie. Dans cette section, nous allons explorer ensemble comment le mythe selon lequel les dinosaures étaient uniquement des reptiles écailleux est à la fois une simplification excessive et une méconnaissance des dernières avancées scientifiques. Nous verrons à quel point la diversité des revêtements corporels chez ces animaux est bien plus grande et variée, avec l'existence de plumes, de poils et d'autres formes de recouvrement qui témoignent d'une évolution complexe. Il est vrai que pendant longtemps, les fossiles retrouvaient principalement des traces d'ossature, de dents et parfois des empreintes de peau qui indiquaient la présence d'écailles. Ces découvertes ont naturellement renforcé l'idée que les dinosaures étaient des reptiles écailleux robustes et plutôt primitifs. L'association aveugle aux reptiles modernes renforçait ce stéréotype, d'autant plus qu'on avait peu d'éléments de preuve concernant des tissus mous ou des sons de recouvrement variés. Cependant, dès la fin du XXe siècle et surtout dans les années 1990, une révolution s'est opérée avec la découverte en Chine de fossiles parfaitement préservés, issus de fossiles de dinosaures à plumes, ou au moins recouverts de structures proches des plumes. Parmi les premiers exemples remarquables figurent des spécimens de théropodes, comme le Sinosauropteryx, qui montrait clairement des filaments ressemblant à des protoplumes. Lumière sur l'évolution des plumes chez les dinosaures, dont certains ne se limitaient donc pas à des écailles. Ces découvertes ont bouleversé la science, car elles ont établi un lien étroit
entre certains dinosaures non aviens et les oiseaux modernes, eux-mêmes descendants directs des dinosaures à plumes. Cette continuité ne laisse plus aucun doute sur le fait que l'évolution des plumes a commencé chez des dinosaures bien avant l'apparition des oiseaux à proprement parler. En outre, ces structures ne servaient pas uniquement à la volabilité, mais probablement aussi à l'isolation thermique, à la communication visuelle, voire à l'attraction sexuelle ou à d'autres fonctions sociales. La présence de plumes ou d'éléments similaires a donc un rôle multifonctionnel, très différent d'une simple protection ou camouflage lié aux écailles. D'autres fossiles ont aussi révélé des tissus plus variés, comme des pycnofibres, sortes de poils primitifs retrouvés chez certains reptiles volants, comme les ptérosaures, groupe lié aux dinosaures par leur origine. Ainsi, la diversité des apparences corporelles chez ces groupes est vastement plus riche que le vieux cliché du reptile écailleux. De plus, regardez les oiseaux aujourd'hui. Ils sont dynamiques, colorés, avec des plumes souvent très complexes, mais ils descendent bien de ces dinosaures non aviens recouverts de plumes. Cela souligne que cette évolution capillaire est une adaptation qui remonte à plusieurs dizaines de millions d'années. La diversité des formes, textures et couleurs des plumes est un témoignage d'un monde ancien, où le simple aspect écailleux n'aurait jamais suffi à décrire la variété des revêtements. Par ailleurs, les dinosaures éteints il y a 66 millions d'années n'étaient pas tous dotés de plumes. Beaucoup de grands sauropodes et autres lignées herbivores avaient certes des écailles, mais même là, des avancées récentes ont mis en lumière la présence de structures présentes sous forme de petites plaques osseuses ou de sortes d'épines, parfois recouvertes d'une peau parfois rugueuse, parfois plus douce. Les textures et particularités des peaux fossiles montrent une diversité aussi grande que celle des reptiles modernes, ou même des mammifères. Ce mythe nous rappelle aussi à quel point nous avons tendance à vouloir ranger la nature dans des catégories simples et limitées. Dans le cas des dinosaures, cette façon de penser occultait une réalité bien plus riche, faite d'évolution progressive et d'adaptation aux divers milieux. En entendant aujourd'hui parler de dinosaures à plumes, cela semble presque banal, mais il y a peu de temps, cette idée était révolutionnaire. Comprendre que les dinosaures étaient recouverts non seulement d'écailles, mais aussi de plumes, de poils ou de structures variées, nous ouvre des perspectives fascinantes sur leur mode de vie, leur écologie, mais aussi sur l'évolution même de la vie sur Terre. Ces découvertes modifient également la façon dont ils sont représentés dans la culture populaire, plus nuancée, colorée et vivante. Dans la suite de notre exploration, nous verrons plus en détail la découverte des plumes chez certains dinosaures, un point crucial qui bouleverse notre représentation classique et continue à nourrir la science et l'imagination. Ce sera l'occasion d'approfondir la façon dont ces structures étaient intégrées dans la vie de ces animaux, tant au niveau fonctionnel qu'au niveau symbolique. Cette nouvelle lumière sur les revêtements corporels des dinosaures est une invitation à considérer ces créatures non comme de simples reptiles figés dans une époque lointaine, mais comme des êtres vivants fascinants, adaptés et évolutifs, véritablement les ancêtres de toute une lignée qui perdure aujourd'hui. La découverte des plumes chez certains dinosaures représente sans doute l'une des plus grandes révolutions dans la paléontologie moderne. Ce point marque un vrai tournant dans notre compréhension de ces créatures légendaires, non plus simplement comme de massifs reptiles écailleux, mais comme des animaux bien plus proches de ce que nous voyons aujourd'hui chez les oiseaux. Ce que nous allons voir, c'est comment cette découverte bouleverse les idées reçues, apporte une lumière nouvelle sur l'évolution et change profondément notre image des dinosaures. Pour bien saisir l'importance de cette découverte, il faut d'abord remettre en contexte les connaissances paléontologiques
d'avant la fin du XXe siècle. Pendant longtemps, l'étude des dinosaures reposait essentiellement sur l'examen des ossements fossilisés. La peau et les tissus mous étant rarement conservés, la représentation des dinosaures comme de simples reptiles à peau écailleuse semblait aller de soi. Même la pensée scientifique s'arrimait difficilement à l'idée que ces animaux pouvaient être recouverts de plumes, elles-mêmes associées jusqu'alors uniquement aux oiseaux et à leurs ancêtres directs. Mais au début des années 1990, une série de découvertes exceptionnelles fit basculer cette vision. En Chine, dans le nord-est, dans la formation géologique de Liaoning, furent mis au jour des fossiles remarquablement bien conservés, présentant des traces fines de ce qui ressemblait à des filaments ou à des structures proches des plumes. Le premier dinosaurien à présenter ce type de vestiges fut le Sinosauropteryx, décrit en 1996. Ces longues structures fines, parfois combinées en peignes ou en panaches, furent interprétées non seulement comme des protoplumes, mais aussi comme les prémices évolutives des plumes modernes que l'on rencontre chez les oiseaux. Ces découvertes ont totalement changé le regard porté sur certains dinosaures, notamment ceux appartenant au groupe des théropodes, des dinosaures carnivores, souvent bipèdes, qui ont pavé la voie évolutive vers les oiseaux que nous connaissons aujourd'hui. La présence de plumes ou de structures similaires indique que ces animaux n'étaient pas qu'uniquement écailleux, mais qu'ils possédaient des revêtements plus complexes, sans toutefois être toujours destinés au vol. L'utilité de ces plumes était vraisemblablement multiple. Bien sûr, chez les dinosaures non capables de voler, elles pouvaient jouer un rôle isolant, fonctionnant comme un manteau thermique afin de réguler la température corporelle, ce qui est crucial pour des animaux actifs. D'autres fonctions plausibles comprenaient la communication sociale, notamment par le biais de motifs colorés et de formes lumineuses, ou encore la parade sexuelle pour attirer des partenaires. On peut aussi supposer que les plumes pouvaient servir à la protection ou à la sensibilité tactile, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à leur comportement et leur écologie. Les dinosaures à plumes trouvent également une continuité directe chez les oiseaux, eux-mêmes considérés comme des dinosaures modernes par beaucoup de paléontologues. Cette continuité évolutive est un fait fascinant. Les oiseaux ne sont pas une lignée distincte, mais le dernier maillon existant de la vaste famille des dinosaures, survivants de l'extinction massive de la fin du Crétacé. La découverte récente de plumes chez ces animaux préhistoriques renforce cette idée que l'équilibre entre dinosaures et oiseaux modernes est bien plus rapproché qu'on ne l'imaginait. Par ailleurs, des fossiles plus récents ont révélé une diversité incroyable de types de plumes. Certaines étaient simples, semblables à des fils ou à de petits poils, tandis que d'autres étaient plumeuses et structurées comme celles des oiseaux actuels, avec des barbes et des barbules permettant une surface lisse et légère. Certaines espèces montraient même des sortes de crêtes décoratives ou des penchants pour les plumes colorées, confirmant leur rôle dans le comportement visuel. Mais cette découverte ne se limite pas aux petits théropodes. Des traces indiquant la présence de plumes ou de structures analogues ont été documentées chez un spectre élargi de dinosaures, ce qui suggère qu'elles pouvaient être bien plus répandues que ce qu'on avait pensé auparavant. Cela remet en cause la croyance que seuls les animaux volants ou proches des oiseaux étaient concernés. Cette avancée illustre aussi l'incroyable complexité et finesse de l'évolution. Les plumes ont sans doute évolué d'abord pour des fonctions non liées au vol, un phénomène qui souligne la richesse de l'adaptation biologique. Une fois ces structures bien établies, la capacité de voler a pu émerger plus tard, chez certains descendants, avec un avantage évolutif considérable. Pour conclure ce chapitre, il faut souligner que la découverte des plumes chez certains dinosaures a non seulement transformé notre vision scientifique,
mais aussi influencer profondément notre manière de les représenter dans la culture, du cinéma aux illustrations naturalistes. Aujourd'hui, l'image classique du dinosaure écailleux cède la place à celle d'êtres vivants, dynamiques, parfois même colorés, habillés de plumages complexes, qui parcouraient un monde aussi diversifié et vibrant que le nôtre. Dans les prochaines sections, nous approfondirons d'autres idées fausses à leur sujet, notamment la vision très simplifiée du tyrannosaure, et notamment sa supposée vue spécialisée uniquement sur le mouvement. Mais pour l'instant, prenons un instant pour imaginer un monde ancien où les dinosaures étaient bien plus proches des oiseaux que nous le pensions. C'est un symbole magnifique de l'émergence constante de la connaissance, qui nous invite à toujours questionner ce que nous croyons savoir. Parmi les représentations classiques du tyrannosaure Rex, l'un des dinosaures les plus emblématiques, un mythe particulièrement tenace, est celui selon lequel sa vision serait principalement, voire uniquement, basée sur la détection du mouvement. On entend souvent dire, notamment dans la culture populaire et certains documentaires, que ce redoutable prédateur ne pouvait voir ou détecter que ce qui bougeait, à l'image des reptiles modernes, comme certains serpents ou crocodiles. Cette idée renforce l'image d'un chasseur implacable, capable de repérer sa proie uniquement lorsqu'elle se déplace. Pourtant, cette croyance est largement erronée et ne tient pas compte des recherches scientifiques les plus récentes. Pour comprendre l'origine de cette idée, il faut se plonger dans le comportement des reptiles actuels, notamment des crocodiles et des serpents. Ces animaux possèdent en effet une vision parfois adaptée à détecter principalement le mouvement, ce qui est cohérent avec leur mode de chasse, souvent basé sur l'embuscade et l'attente du bon moment. Cette caractéristique, extrapolée de manière simpliste, a été appliquée au tyrannosaure, renforçant l'idée qu'il pouvait fermer les yeux ou ignorer tout ce qui ne bougeait pas. Toutefois, les études anatomiques réalisées à partir de fossiles ont permis de mieux comprendre la structure du crâne et surtout des orbites oculaires du tyrannosaure Rex. Les yeux de ce prédateur étaient positionnés à l'avant du crâne et orientés vers l'avant, ce qui indique une vision binoculaire très développée, un facteur clé pour la perception de la profondeur et la précision dans le repérage des objets dans l'espace. Une telle vision est typique des prédateurs actifs qui doivent juger avec exactitude la distance à laquelle se trouve leur proie, ce qui est incompatible avec l'idée d'une vision uniquement fondée sur le mouvement. De plus, des reconstructions basées sur la taille relative du cerveau et des zones associées au traitement visuel montrent que Tyrannosaurus avait une acuité visuelle très fine. Certaines estimations suggèrent même qu'il possédait une capacité de vision comparable, voire supérieure, à celle des aigles modernes. Cette précision visuelle lui aurait permis de repérer des détails immobiles, de discerner des formes et des couleurs dans son environnement. Par ailleurs, des recherches ont aussi montré qu'il avait une bonne perception sensorielle dans d'autres domaines, comme l'odorat développé, combiné à une audition fine, ce qui faisait de lui un chasseur redoutable et sophistiqué, capable de détecter sa proie par plusieurs modalités sensorielles, non uniquement à partir du mouvement visuel. Le mythe d'une vision basse, basée uniquement sur le mouvement, contribue malheureusement à diminuer l'intelligence et l'adaptabilité du tyrannosaure, réduisant un prédateur complexe à un simple réflexe mécanique. Or, le tyrannosaure, comme d'autres grands théropodes, semble avoir eu un comportement de chasse réfléchi et stratégique, exploitant tout son arsenal sensoriel, vision précise, odorat et audition, pour optimiser ses chances de succès. Par ailleurs, cette croyance a probablement été renforcée par la psychologie humaine, qui aime associer la peur du prédateur à une vision simpliste et primitive, donnant une impression qu'un danger ne peut guetter que s'il est en mouvement. En réalité, beaucoup de chasseurs,
qu'ils soient animaux ou humains, s'appuie sur une combinaison de signaux visuels très complexes, et pas uniquement sur le mouvement. En résumé, l'idée que le tyrannosaure ne pouvait percevoir que le mouvement est une fausse idée. Les preuves anatomiques et paléontologiques démontrent le contraire. Elles montrent un animal doté d'une vision très développée, doté d'une capacité de profondeur et de détail excellente, associée à un ensemble impressionnant d'autres sens. Loin d'être un prédateur rustique, le tyrannosaure était un chasseur sophistiqué, parfaitement adapté à son environnement, capable de détecter des proies immobiles ainsi que mobiles, témoignant d'une stratégie de prédation avancée. Dans la section à venir, nous élargirons notre regard sur les habitats des dinosaures, puisque le mythe suivant conteste l'idée selon laquelle tous les dinosaures vivaient dans des jungles luxuriantes. Ce panorama nous permettra de mieux comprendre la diversité des environnements qu'ils ont occupés, complétant ainsi notre connaissance toujours plus fine de leur monde. Lorsqu'on évoque l'époque des dinosaures, il est fréquent d'imaginer un monde où d'immenses jungles luxuriantes s'étendaient à perte de vue, peuplées d'une faune diverse et vibrante, encombrées de feuillages denses et exotiques. Cette image, largement véhiculée par les films, livres illustrés et documentaires, est profondément ancrée dans notre imaginaire collectif. Pourtant, le mythe selon lequel tous les dinosaures vivaient exclusivement dans des jungles tropicales est loin d'être exact. En réalité, les dinosaures habitaient une grande variété d'environnements, répondant à des adaptations spécifiques à chacun. Et la planète durant le Mésozoïque était bien plus diverse sur le plan écologique qu'on ne le croit souvent. Pour comprendre ce mythe et le déconstruire, il est utile de revenir à ce que décrivent les archives fossiles. Au cours des 3 périodes majeures que traversent les dinosaures, le Trias, le Jurassique et le Crétacé, la Terre était caractérisée par des climats et des paysages variés. Certes, certaines régions connues pour leurs riches fossiles, comme la formation du Dakota du Nord ou la légendaire Liaoning en Chine, présentaient des conditions climatiques favorables au développement d'une végétation dense, parfois comparée à de véritables jungles tropicales denses. Mais d'autres régions, couvrant de vastes parties de la planète, étaient bien différentes. Par exemple, durant le Trias, les conditions climatiques étaient souvent arides, avec des étendues semi-désertiques ou savanes. Même certaines parties du Jurassique et du Crétacé pouvaient présenter des environnements tempérés, avec des forêts ouvertes, des plaines herbeuses, même si les grandes prairies comme nous les connaissons aujourd'hui ne se sont développées que bien plus tard. Ces paysages alternaient parfois avec des zones côtières, des deltas, des marécages, voire des désertifications ponctuelles. Les dinosaures occupaient donc ces divers habitats et avaient développé des adaptations particulières pour survivre dans chacun d'eux. Certains herbivores au long cou, comme les sauropodes, pouvaient se nourrir du feuillage des arbres élevés dans des forêts clairsemées, tandis que d'autres, comme les hadrosaures, s'adaptaient peut-être mieux aux plaines ouvertes et aux zones humides. Les carnivores, eux, s'adaptaient aux proies disponibles dans chaque écosystème, ce qui influençait leur technique de chasse et leur comportement. De plus, certaines espèces vivaient dans des climats proches des régions polaires modernes, où les conditions étaient plus fraîches et où, parfois, la nuit polaire pouvait durer plusieurs mois. Des fossiles retrouvés en Alaska ou en Antarctique témoignent ainsi d'une répartition géographique aux latitudes élevées, bien loin de l'image exclusive de la jungle tropicale. La diversité des climats et des paysages explique également que les dinosaures ne formaient pas une masse homogène, indifférenciée. Ils étaient adaptés à des niches écologiques précises, que ce soit des milieux forestiers denses, des zones ouvertes, des régions semi-arides ou humides. Cette diversité a longtemps été négligée, car les fossiles les plus spectaculaires et les plus nombreux proviennent souvent de zones
où la conservation des restes était la meilleure. Souvent des environnements humides ou marécageux, propices à l'enfouissement rapide. Un autre facteur qui entretient le mythe est la tendance culturelle à associer les dinosaures à un décor exotique et luxuriant, renforcé par l'image spectaculaire que l'on veut transmettre au public. Les films hollywoodiens, les documentaires et même certains ouvrages scientifiques destinés au grand public représentent fréquemment les dinosaures évoluant dans des jungles compressées d'arbres gigantesques et de fougères luxuriantes. Ces images sont certes évocatrices et poétiques, mais elles ne reflètent pas la totalité de la réalité écologique. Enfin, il est important de rappeler que la faune et la flore du Mésozoïque étaient elles aussi différentes de ce que nous connaissons aujourd'hui. L'absence d'herbivores comme les mammifères, la présence prédominante de certaines plantes comme les conifères, les fougères ou les cycas, et l'événement de l'apparition progressive des angiospermes, plantes à fleurs, au Crétacé, influençaient les écosystèmes. Ces conditions climatiques et végétales participaient à façonner les habitats variés dans lesquels vivaient les dinosaures. Pour résumer, les dinosaures étaient loin d'être confinés à une réalité unique et luxuriante de jungle. Leur succès évolutif s'explique aussi par leur extraordinaire capacité à s'adapter à une variété impressionnante d'environnements, du plus aride au plus humide, du plus chaud au plus frais, et du milieu forestier jusqu'aux zones côtières ou ouvertes. Dans la section suivante, nous aborderons un autre mythe, celui selon lequel tous les dinosaures pondent des œufs de la même façon. Une idée qui masque également une étonnante diversité reproductive dans ce groupe fascinant. Mais d'ici là, il vous est délicieux d'imaginer un siècle mésozoïque riche, coloré et varié, où les dinosaures s'épanouissaient sur des terres changeantes, tout sauf uniformes. L'image commune des dinosaures pondant des œufs est essentiellement celle d'une ponte standard, avec des œufs similaires, ronds ou ovales, déposés proprement dans un nid, dans un environnement qui n'aurait guère différé d'un oiseau moderne ou d'un reptile. Cette représentation, simplifiée et uniforme, laisse entendre que tous les dinosaures avaient la même méthode de reproduction, les mêmes modes de couvaison, et que leurs œufs étaient similaires en forme, en taille et en organisation. Pourtant, cette idée, pour intuitive qu'elle soit, est loin de traduire la diversité réelle et surprenante des stratégies reproductives au sein des dinosaures. Pour comprendre pourquoi ce mythe persiste, il faut revenir à la manière dont les fossiles œufs ont été découverts et analysés. Pendant longtemps, les paléontologues n'avaient que quelques rares œufs fossiles, attribuables aux dinosaures, ce qui ne permettait pas d'avoir une vision d'ensemble claire. Par ailleurs, ces découvertes étaient souvent traitées à part, sans associer totalement les variations observées à la diversité des groupes de dinosaures. Cette rareté des données, combinée à une tentation naturelle d'unifier le phénomène, a conduit à un schéma général et homogène. Or, les recherches plus récentes, surtout depuis les décennies 1980 et 1990, ont révélé que la réalité est bien plus complexe. Les œufs de dinosaures varient énormément selon les espèces, notamment en taille, en forme, en texture de la coquille, en disposition dans le nid et même en nombre. Quelques-uns sont petits et sphériques, d'autres sont plus allongés ou en forme d'amande. Ces variations témoignent de stratégies reproductives adaptées aux besoins et à l'environnement des différentes espèces. La forme et la structure de la coquille sont également très variées. Certaines coquilles sont denses et dures, similaires à celles des oiseaux modernes, favorisant la protection contre les prédateurs et les agressions environnementales. D'autres sont plus poreuses, permettant un échange gazeux accru, favorisant une incubation plus spécialisée, parfois au cœur de matériaux végétaux en décomposition, imitant un environnement humide et protégé. Cette diversité
reflète logiquement l'adaptation à différents habitats et conditions climatiques où vivaient les dinosaures. Au niveau de la disposition des œufs, les variations sont tout aussi notables. Des découvertes de nids fossilisés montrent certains cas où les œufs sont parfaitement rangés en cercle ou en spirale, organisés avec soin, ce qui laisse penser à des comportements parentaux sophistiqués, parfois associés à une couvaison active. A contrario, d'autres espèces laissaient sans doute leurs œufs enfouis sous la terre ou les végétaux, sans présence parentale active, à la manière de certaines tortues modernes. Un autre point important concerne la taille relative des œufs par rapport à celle de l'animal adulte. Les dinosaures géants qui pondaient de grosses coquilles n'avaient parfois que peu d'œufs dans un seul nid, tandis que des espèces plus petites produisaient un grand nombre d'œufs, misant sur le taux de reproduction. De plus, des études scientifiques ont identifié certains comportements liés à la couvaison et à la protection des œufs. Parmi les spécimens fossiles, on a retrouvé des preuves d'adultes couvant leur nid, ou même de groupes familiaux protégeant les jeunes, ce qui indique des stratégies parentales variées et parfois complexes. Cette diversité montre clairement que généraliser une unique méthode de ponte pour tous les dinosaures ne reflète pas la réalité biologique et écologique de ces animaux. Comme dans beaucoup d'autres aspects, la reproduction des dinosaures s'adapte à un large éventail de niches et de modes de vie. Au-delà de ces variations de type, on sait aussi que certains dinosaures pondent des œufs aux périodes synchronisées sur des saisons précises, ce qui témoigne de leur réponse aux cycles climatiques et environnementaux. Par exemple, certains nids fossiles montrent des regroupements indicateurs de ponte en masse, favorisant la survie du groupe malgré la prédation. Cette grande diversité dans les modes de reproduction éclaire aussi la complexité écologique des dinosaures. Elle attire l'attention sur la richesse de leur monde et sur la finesse de leurs adaptations, allant bien au-delà des visions archaïques figées dans des schémas simplistes. Finalement, le mythe selon lequel tous les dinosaures pondraient des œufs de la même façon masque une variété étonnante dans les comportements, la morphologie et les stratégies parentales. C'est un appel à nuancer notre regard, à reconnaître que derrière ces animaux légendaires se retrouvent des modes de vie variés, adaptés aux multiples réalités de leur temps. Dans la prochaine section, nous approfondirons la question des fossiles en abordant le mythe que ceux-ci seraient des restes complets de dinosaures parfaitement conservés et enterrés. Un autre malentendu qui anticipe sur les réalités paléontologiques fascinantes que nous découvrons aujourd'hui. Lorsque l'on pense aux fossiles de dinosaures, beaucoup imaginent une scène presque magique. Un animal entier pétrifié dans la roche, parfaitement conservé, comme s'il avait été soudainement figé dans le temps, enterré intact et enfoui sous des couches de sédiments comme dans un gigantesque sarcophage naturel. Ce cliché qui anime l'esprit populaire cache cependant une méprise importante. Le mythe selon lequel les fossiles seraient des restes complets, presque intacts, de dinosaures enterrés va à l'encontre de la réalité paléontologique, qui met en lumière une histoire bien plus complexe et fascinante. Pour commencer, il faut comprendre que la fossilisation est un processus rare et difficile, soumis à de nombreuses conditions spécifiques qui rendent la conservation complète d'un squelette extrêmement improbable. La plupart des cadavres d'animaux anciens ne se fossilisaient pas du tout. Ils étaient dévorés par d'autres animaux, décomposés par les bactéries, dispersés par le vent ou les cours d'eau, ou tout simplement détruits par l'érosion avant même de pouvoir s'enterrer. Lorsque nous découvrons un squelette de dinosaure aujourd'hui, celui-ci n'est donc que l'exception parmi des millions de créatures mortes qui ont disparu sans laisser de traces solides. Les squelettes partiels sont la norme dans le registre fossile. Très souvent, les fossiles sont fragmentaires, dispersés ou parfois mélangés à ceux d'autres animaux. Il est extrêmement rare
de trouver un squelette complet, en position anatomique exacte, parfaitement conservé. Ceci est dû à plusieurs facteurs. Après la mort de l'animal, les os peuvent être déplacés par les eaux, remaniés par des prédateurs ou brisés sous l'effet du temps. Le transport par un courant, une inondation ou un glissement de terrain peut isoler certains os, les mélanger ou les déposer dans un lieu bien différent de celui où s'est produite la mort. Des ossements peuvent aussi être piégés dans différents sédiments, préservant seulement certaines parties du corps. La fossilisation proprement dite implique souvent un remplacement progressif des tissus organiques par des minéraux, un phénomène qui peut altérer la forme et la composition originale des os. En fonction des conditions géologiques, certains squelettes peuvent être plus ou moins déformés ou partiellement dissous. En outre, les tissus mous, tels que la peau, les muscles ou les organes internes, ne se fossilisent que de manière exceptionnelle, ce qui limite considérablement la compréhension de l'aspect complet du dinosaure. Il faut également garder en tête que le fouilleur et le paléontologue travaillent souvent avec des fragments. Le travail de reconstruction est donc un défi majeur, mêlant science, déduction et parfois un peu de conjecture. Des parties manquantes sont reconstituées à partir de spécimens similaires ou par analogie avec des espèces proches, donnant naissance à des squelettes complets exposés en musée, mais qui sont souvent en partie des œuvres humaines d'interprétation. Parfois, ces reconstructions peuvent évoluer avec le temps, à mesure que de nouveaux fossiles sont découverts, ou que des méthodes d'analyse améliorent la précision des reconstitutions. Cela explique que certains squelettes autrefois considérés comme complets sont aujourd'hui reconsidérés et partiellement corrigés. Les passionnés de paléontologie peuvent aussi se réjouir de certaines découvertes exceptionnelles, nommées fossiles de conservation exceptionnels, où la fossilisation a permis la préservation de tissus mous, de plumes ou même d'estomacs contenant des restes de repas. Mais même dans ces cas rares, il est important de nuancer. Il s'agit toujours d'échantillons partiels qui ne donnent qu'un aperçu de la vie et non un corps entier figé dans les moindres détails. Ce mythe des fossiles complets traduit donc une envie de perfection et d'exhaustivité, souvent renforcée par la muséographie qui tend à offrir au public des représentants aussi complets que possible. Mais la réalité témoigne d'un processus chaotique, soumis à l'aléa géologique, à la fragilité biologique et à l'influence majeure du temps. La plupart des dinosaures connus ne sont en fait identifiés que par des fragments d'os isolés, des dents ou des restes partiels. Ainsi, ce malentendu sur la nature des fossiles permet aussi de mieux apprécier la patience, la rigueur et la créativité des paléontologues. Leur mission est de reconstruire une histoire à partir de pièces éparses, à la manière d'un immense puzzle, parfois incomplet, parfois enchevêtré avec d'autres puzzles anciens. En conclusion, il est essentiel de comprendre que les fossiles de dinosaures que l'on découvre ne sont que des fragments d'une immense fresque qui s'est déroulée il y a des millions d'années. Ils sont les témoins précieux d'une nature disparue, mais leur étude nécessite un esprit critique, scientifique et patient, loin des images parfaites véhiculées par certains récits populaires. Dans la prochaine section, nous explorerons comment l'imaginaire populaire à travers les œuvres de fiction a influencé et parfois déformé notre perception des dinosaures, un sujet qui explique pourquoi beaucoup de ces mythes persistent encore aujourd'hui, malgré les avancées scientifiques. La perception populaire des dinosaures est aujourd'hui largement façonnée, non pas uniquement par la science, mais aussi et surtout par l'influence puissante des œuvres de fiction. Romans, films, séries télévisées, bandes dessinées, jeux vidéo. Autant de médias qui, en diffusant des images et des récits captivants, ont ancré dans l'imaginaire collectif
des représentations parfois très éloignées de la réalité scientifique. Il est donc essentiel d'explorer comment cette culture fictionnelle a contribué à entretenir certains mythes, à conforter des idées fausses, mais aussi, parfois, à susciter une véritable passion pour ces créatures disparues. Dès la fin du XIXe siècle et le début du XXe, les dinosaures ont fait une entrée spectaculaire dans la littérature populaire et les spectacles. Ces premiers récits d'aventure, souvent inspirés des découvertes paléontologiques en plein essor, mettaient en scène des explorateurs, des scientifiques ou des aventuriers confrontés à des monstres préhistoriques plus grands que nature. Cette mise en scène destinée à émerveiller et à captiver le public participait à une image sensationnaliste, où les dinosaures devenaient des géants terrifiants, au rôle stéréotypé de bêtes féroces ou de créatures étranges. C'est cependant au cinéma que l'impact s'est révélé particulièrement profond et durable. Dès les films muets du début du XXe siècle, en passant par les chefs-d'œuvre tels que King Kong en 1933, jusqu'aux blockbusters modernes comme Jurassic Park, la représentation des dinosaures a mêlé réalisme et fantaisie, souvent au service du spectacle. Ces adaptations, portées par l'exigence dramatique et l'esthétique, ont souvent exagéré certains traits physiques. Taille immense, agressivité démesurée, attitude menaçante, tout en téléchargeant sur ces animaux des personnalités anthropomorphiques, projetant sur eux des peurs et des émotions humaines. Cette représentation a conduit à une perception biaisée. Par exemple, la fameuse image du tyrannosaure Rex poursuivant sans relâche les humains dans la jungle, ou de raptors intelligents et terrifiants, devient un cliché populaire, même si la réalité biologique est bien plus nuancée. L'omniprésence de ces images au cinéma, à la télévision ou encore dans le merchandising a façonné une vision où les dinosaures sont avant tout des monstres épiques, souvent en conflit permanent, ce qui peint un portrait très partiel et très dramatique. La fiction n'a pas seulement influencé la manière dont les dinosaures sont vus, mais a aussi parfois confondu certaines catégories animales. La proximité entre dinosaures, ptérosaures, reptiles volants et reptiles marins comme les plésiosaures a été souvent floutée pour la commodité narrative ou visuelle. Ainsi, ces créatures distinctes se retrouvent fréquemment mêlées dans un même récit, rendant plus difficile pour le grand public de distinguer les différentes filiations et caractéristiques. Mais paradoxalement, cette fiction populaire possède aussi un rôle fondamental. Elle a suscité une curiosité énorme et a contribué à populariser la paléontologie et à donner à ces animaux une vie nouvelle dans la conscience collective. Beaucoup de jeunes scientifiques sont tombés amoureux des dinosaures grâce à ces œuvres, ce qui a permis le financement de nombreuses recherches et découvertes. De plus, dans plusieurs cas, la fiction a aussi été un terrain fertile pour expérimenter des hypothèses sur le comportement ou l'apparence des dinosaures, donnant aux scientifiques un terrain d'échange et d'inspiration, même lorsque certaines propositions étaient de fantaisistes. Il est important toutefois de rappeler que la frontière entre fiction et science doit être clairement établie pour éviter la propagation de fausses idées. Car, si la passion et l'émerveillement sont essentiels, ils doivent s'appuyer sur des données rigoureuses lorsque l'on souhaite comprendre véritablement ces créatures disparues. En somme, l'influence des œuvres de fiction sur la perception des dinosaures est double. D'une part, elle a contribué à créer une mythologie autour des dinosaures avec ses trésors d'imaginaire. Mais d'autre part, elle demeure un vecteur indispensable pour maintenir la fascination et l'intérêt autour de ces animaux. Cette dualité incite à une approche critique où l'on sait apprécier le spectacle tout en restant attentif aux avancées scientifiques. Dans les sections suivantes, nous continuerons à déconstruire d'autres mythes tenaces, en nous appuyant sur les recherches actuelles
pour offrir une image plus fidèle, plus complexe et finalement plus riche du monde des dinosaures. Ce voyage entre mythe et réalité nous guide vers une meilleure compréhension du passé lointain, de notre planète et de l'évolution de la vie. Lorsqu'on évoque les créatures extraordinaires qui peuplèrent la Terre il y a des millions d'années, le terme « dinosaure » est souvent utilisé de manière générique pour désigner non seulement ces reptiles terrestres fascinants, mais aussi d'autres animaux préhistoriques, notamment les ptérosaures et les plésiosaures. Cette confusion est l'un des mythes les plus répandus. Beaucoup pensent encore que les ptérosaures, ces reptiles volants spectaculaires, et les plésiosaures, ces reptiles marins à long cou, sont des dinosaures. Pourtant, la réalité scientifique montre que ces animaux appartiennent à des groupes distincts, bien que proches par leur origine, et ne doivent pas être classés comme dinosaures au sens strict. Commençons par définir ce qu'est un dinosaure. Les dinosaures sont un groupe particulier d'archosaures, un clade de reptiles qui apparut au cours du Trias, il y a environ 230 millions d'années. Ce groupe se caractérise par une série de traits spécifiques dans la structure des membres, du bassin ou de la colonne vertébrale, et sont divisés en deux grands groupes, les ornithischiens et les théropodes, saurichiens. Ce sont ces caractéristiques anatomiques et évolutives qui déterminent leur classification. Les ptérosaures, quant à eux, sont des reptiles volants qui ont émergé presque en même temps que les premiers dinosaures, mais appartiennent à un groupe différent au sein des archosaures. Ils sont les premiers vertébrés connus à avoir développé le vol actif, avec des ailes soutenues par un allongement spectaculaire du quatrième doigt de leurs membres antérieurs. Malgré ce lien de parenté éloigné avec les dinosaures, les ptérosaures ne font pas partie du groupe Dinosauria. Leur mode de vie aérien, leur anatomie spécialisée et leur histoire évolutive sont distincts. De la même manière, les plésiosaures représentent un groupe de reptiles marins adaptés à la vie aquatique avec des corps larges, des nageoires puissantes et souvent un long cou distinctif, notamment chez les formes dites plésiosaures à long cou. Ces reptiles ne sont également pas classés comme des dinosaures, mais plutôt dans un groupe séparé appelé Sauropterygia. Ils se sont adaptés au milieu marin et ont prospéré durant le Mésozoïque, mais leur évolution a suivi une trajectoire indépendante. Pourquoi cette confusion persiste-t-elle alors? En partie parce que dans l'imaginaire populaire, tous ces animaux sont regroupés sous le terme dinosaure, simplement parce qu'ils ont disparu à la même époque, partagent une taille souvent impressionnante et une allure parfois fantastique, et sont souvent présentés ensemble dans les médias et les musées. De plus, la représentation visuelle stylisée dans les films ou les documentaires regroupe souvent ces êtres sous la même bannière pour simplifier le récit, renforçant ainsi cette idée erronée. Historiquement, la classification des espèces préhistoriques ne faisait pas toujours la distinction précise que nous établissons aujourd'hui, car les connaissances sur les groupes étaient limitées. Alors que la paléontologie a progressé et affiné les critères de classification, nombre de groupes ont été déplacés ou redéfinis. Mais ces évolutions restent difficiles à diffuser auprès du grand public. Il est aussi important de noter que, sur le plan écologique, ces trois groupes, dinosaures terrestres, ptérosaures volants et reptiles marins, occupaient des niches différentes, ce qui ajoute encore à la distinction entre eux. Chacun avait des adaptations spécifiques au milieu où il évoluait. La terre ferme pour les dinosaures, l'air pour les ptérosaures, les océans pour les plésiosaures. Souligner cette différence est essentiel, car elle nous permet d'apprécier la richesse de l'évolution et la diversité incroyable de la vie durant le Mésozoïque. Chaque groupe illustre des solutions évolutives distinctes. La conquête du vol chez les ptérosaures, l'adaptation à la vie marine
chez les plésiosaures, la dominance terrestre chez les dinosaures, en bref, bien que liés par un ancêtre commun dans une très lointaine histoire, les ptérosaures et les plésiosaures ne sont pas des dinosaures. Comprendre cette distinction nous aide à mieux appréhender la complexité de l'évolution préhistorique et à corriger des idées simplistes. Le prochain mythe que nous examinerons concerne la croyance selon laquelle tous les dinosaures étaient carnivores ou dangereux. Un autre exemple de généralisation qui ne rend pas justice à la diversité et à la complexité du règne des dinosaures. L'image du dinosaure en tant que créature brute, carnivore et dangereuse est sans doute l'un des tropes les plus répandus dans la culture populaire. Des films d'action aux contes pour enfants, les dinosaures sont souvent dépeints comme des prédateurs féroces, dévastateurs, des menaces constantes pour tout autre animal, et même pour les humains. Pourtant, cette idée est largement infondée et ne reflète pas la réalité scientifique. En effet, il est faux de penser que tous les dinosaures étaient carnivores ou dangereux. Le règne des dinosaures était d'une diversité écologique incroyable, comprenant une majorité d'espèces herbivores, mais aussi des omnivores et des carnivores de différentes tailles et caractères. Dès les débuts de la paléontologie, les espèces carnivores, comme le tyrannosaure, le vélociraptor ou le allosaurus, ont captivé l'attention en raison de leur physique impressionnant et de leur réputation de chasseurs redoutables. Leurs mâchoires puissantes, leurs dents acérées et leurs griffes attiraient naturellement le regard, tandis que les traces fossiles d'agression démontraient sans ambiguïté leur rôle de prédateur. Cette concentration sur les carnivores a renforcé une perception biaisée, renforcée par un fort impact médiatique qui privilégiait la fascination pour le spectaculaire. Cependant, les dinosaures herbivores représentaient une grande partie de la diversité totale. Les sauropodes, tels que le Diplodocus ou le Brachiosaurus, les cératopsiens comme le Tricératops ou les hadrosaures, étaient essentiellement végétariens. Leur alimentation reposait principalement sur des feuillages, des conifères, des fougères ou d'autres plantes de l'époque. Ils ont évolué des stratégies défensives diverses, crêtes osseuses, cornes, armures ou comportements sociaux de troupeaux pour se protéger des prédateurs. Par ailleurs, l'idée que seuls les carnivores étaient dangereux occulte le fait que certains herbivores, bien que non carnivores, pouvaient aussi être redoutables par leur taille, leur force ou même leur comportement. Les combats entre mâles pour le territoire ou les femelles, ainsi que les défenses actives contre les prédateurs, peuvent avoir fait de ces animaux des adversaires vigoureux. Quant aux dinosaures omnivores, moins connus du grand public, ils occupaient aussi des niches écologiques intermédiaires, se nourrissant tant de plantes que d'animaux. Cette flexibilité alimentaire leur offrait des opportunités dans des environnements variés et parfois changeants. Il faut aussi relativiser le terme « dangereux ». La dangerosité est un concept humain qui s'applique souvent dans le cadre des interactions avec les hommes. Les dinosaures ont évolué dans des écosystèmes où chaque espèce avait un rôle spécifique et où la peur ou la menace ne sont pas des notions dominantes comme chez les humains, mais font partie des interactions naturelles. Cette diversité d'habitudes alimentaires montre que réduire les dinosaures à des monstres carnivores, voraces et menaçants est un biais simplificateur. La richesse de leur monde est une mosaïque de formes, de tailles, de régimes alimentaires et de comportements variés. En somme, croire que tous les dinosaures étaient carnivores ou dangereux contribue à une vision fausse et incomplète et occulte l'incroyable variété écologique qui a fait la force et le succès évolutif de ces animaux pendant plus de 160 millions d'années. Dans la suite de notre exposé, nous aborderons un autre mythe qui touche aux détails fascinants du quotidien des dinosaures
les couleurs de leur peau et leur communication vocale, sujet longtemps resté dans le domaine de la spéculation et désormais éclairé par des découvertes récentes. Depuis toujours, l'imaginaire collectif tend à doter les dinosaures de couleurs vives et variées, parfois même de motifs flamboyants. De même, les représentations populaires leur attribuent souvent une gamme impressionnante de sons. Rugissements puissants, grognements menaçants, hurlements stridents. Pourtant, croire que ces identifications des couleurs et des cris des dinosaures sont aujourd'hui parfaitement avérées est un autre mythe largement répandu. En réalité, si les avancées scientifiques récentes apportent des indices fascinants, la connaissance exacte des couleurs et des sons de ces animaux préhistoriques demeure encore en grande partie spéculative, avec des zones d'ombre significatives. Commençons par les couleurs. Jusqu'à il y a quelques décennies, l'idée même d'en connaître le spectre chromatique des dinosaures semblait inaccessible. En effet, la couleur dépend principalement des tissus mous, des pigments ou des structures microscopiques, lesquelles ne se fossilisent que très rarement et difficilement. Or, nos connaissances provenaient essentiellement de l'étude des os, dents et coquilles d'œufs, dures et minérales, qui ne reflètent pas la couleur de la peau ou des plumes. Mais au début du XXIe siècle, des découvertes marquantes ont changé la donne. Dans certains fossiles exceptionnellement bien conservés, notamment de dinosaures à plumes, comme le Anchiornis ou le Microraptor, les paléontologues ont pu identifier des structures microscopiques baptisées mélanosomes, des organites responsables des pigments dans les plumes. En analysant la forme et la disposition de ces mélanosomes, ils ont réussi à reconstruire approximativement les couleurs qui ornaient ces plumes. Noir, blanc, rouge, brun ou même irisé. Cette avancée porte les couleurs des dinosaures dans un domaine scientifique tangible, bien que limité à certains groupes particuliers. Cependant, il reste beaucoup à découvrir. Les couleurs exactes de la peau de la majorité des dinosaures, en particulier ceux sans plumes, restent inconnues. Nous ne savons pas non plus précisément si ces couleurs étaient vives ou plutôt ternes, ni comment elles évoluaient avec leur développement ou la saison. Certains chercheurs pensent que les motifs colorés pouvaient jouer un rôle dans la communication sociale ou le camouflage, mais ce sont pour l'instant des hypothèses fondées sur des analogies avec les animaux actuels. Passons maintenant aux cris et autres sons que les dinosaures pouvaient émettre. Là encore, l'absence de tissu mou préservé limite la connaissance directe. Contrairement aux oiseaux ou aux mammifères, les dinosaures ne possédaient pas de cordes vocales au sens strict, mais certaines structures osseuses, comme la syrinx chez les oiseaux actuels, permettent la production de sons variés. Cependant, à ce jour, il n'a pas été identifié que les dinosaures possédaient une syrinx, mais on sait que certains avaient des structures laryngées ou des cavités nasales capables de produire des sons. Par extrapolation, les sons produits par les dinosaures pouvaient aller des grognements profonds aux sifflements, en passant par des claquements ou des appels. Leur communication vocale aurait pu être aussi diversifiée que chez les crocodiliens modernes, leurs plus proches parents actuels en dehors des oiseaux. Néanmoins, ces idées restent conjecturales, basées sur des comparaisons anatomiques et comportementales. Dans la culture populaire, les rugissements impressionnants des dinosaures ont été largement imaginés, parfois à partir de sons d'animaux actuels, mixés ou amplifiés, sans fondement scientifique direct. Ces sons, bien que spectaculaires, ne sont pas des copies fidèles des émissions sonores des dinosaures, mais servent davantage à l'ambiance narrative. En résumé, si l'étude des mélanosomes offre une fenêtre nouvelle et spectaculaire sur les couleurs possibles de certains dinosaures à plumes, la connaissance des couleurs et des cris des dinosaures en général reste très partielle.
Nous continuons donc d'avancer dans un terrain moitié scientifique, moitié spéculatif, toujours limité par les traces fragmentaires laissées dans la roche. Cette incertitude n'enlève rien au charme et à la fascination que suscitent ces animaux, mais elle invite à conserver un regard critique. Pour mieux comprendre leur monde, il faut accepter que certains mystères persistent et que chaque découverte est un pas de plus vers une connaissance plus fine et nuancée. Dans la prochaine section, nous découvrirons un autre mythe souvent amplifié, celui des combats quotidiens entre dinosaures, un sujet qui, au-delà du sensationnalisme, cache des réalités comportementales complexes à déchiffrer. L'image de dinosaures engagés dans des combats incessants, violents et spectaculaires est une représentation largement répandue, amplifiée par le cinéma, les jeux vidéo et les bandes dessinées. On s'imagine volontiers ces créatures féroces, livrant bataille jour après jour, rivalisant pour le territoire, la nourriture ou la domination absolue. Pourtant, cette idée qu'ils se livraient à des affrontements quotidiens est loin d'être une vérité scientifique avérée. En réalité, le comportement des dinosaures était sans doute bien plus nuancé, combinant périodes d'agression avec des phases de cohabitation, d'évitement ou de socialisation. Pour commencer, il faut souligner que, comme chez la plupart des animaux, les combats ont leur raison d'être, souvent liés à des enjeux précis. Compétition sexuelle, défense du territoire ou protection des ressources alimentaires. Ces conflits sont certes partie intégrante de la vie animale, mais ils ne sont pas nécessairement constants ni toujours violents. Chez les dinosaures, les indices fossiles suggèrent que des confrontations ont bien eu lieu. Certains os présentent des marques de morsures, des fractures guéries ou des blessures qui témoignent de luttes violentes. Par exemple, chez certaines espèces, on a trouvé des traces de morsures sur les crânes ou les côtes, indiquant des combats entre individus d'une même espèce ou entre prédateurs et proies. Dans d'autres cas, des structures comme les cornes ou les plaques osseuses semblent être des armes adaptées à la défense ou à la lutte entre mâles pour la conquête de partenaires ou la domination sociale. Cependant, il est important de replacer ces indices dans leur contexte. Ils ne prouvent pas que ces combats étaient fréquents à l'échelle quotidienne. Le fait de trouver des os brisés ou mordus dans un fossile est un souvenir d'un épisode isolé dans une vie d'individu. Ces traces doivent être interprétées avec prudence et ne reflètent pas forcément un comportement systématique ou universel. De plus, la majorité des espèces de dinosaures vivaient vraisemblablement dans des groupes sociaux, ou du moins dans des concentrations temporaires, ce qui implique des mécanismes de communication, d'évitement des conflits et de coopération. La vie en groupe favorise souvent la résolution de conflits par des comportements rituels, visuels ou sonores, réduisant ainsi la fréquence des affrontements physiques coûteux. Les combats quotidiens seraient par ailleurs contre-productifs sur le plan énergétique. Leur intensité et leur coût en blessures limiteraient la survie et la reproduction des individus impliqués. La sélection naturelle tend en général à favoriser des stratégies évitant la violence inutile grâce à la domination symbolique, aux postures d'intimidation ou à la fuite. Il faut aussi distinguer les espèces selon leur mode de vie. Les grands herbivores possédaient souvent des moyens de défense sophistiqués, cornes, épines, armures, mais étaient plus enclins à fuir ou se regrouper pour se protéger que de combattre frénétiquement. Les carnivores, bien que prédateurs, concentraient souvent leurs efforts sur la chasse plutôt que sur des combats interspécifiques prolongés. En somme, si la compétition et les confrontations faisaient partie de la vie quotidienne des dinosaures au même titre que celle des animaux modernes, il est erroné de croire en une succession quotidienne de combats violents. Leur comportement devait comprendre un équilibre entre agressivité, coopération
et comportements sociaux complexes. Ce mythe populaire illustre encore une fois comment la fascination pour le spectaculaire masque parfois la complexité réelle des comportements animaux. Pour une compréhension plus précise, la science s'appuie sur l'étude minutieuse des fossiles, des traces d'ossements et de la comparaison avec les animaux actuels. Le prochain mythe que nous explorerons porte sur l'exactitude des squelettes exposés dans les musées, un sujet qui remet en question la manière dont nous percevons et reconstruisons l'apparence des dinosaures aujourd'hui. L'histoire de la paléontologie est un récit continu d'évolution et de transformation, où chaque découverte bouleverse parfois profondément notre compréhension des dinosaures et du monde préhistorique. Contrairement à ce que certains pourraient penser, la connaissance que nous avons aujourd'hui des dinosaures n'est pas figée dans le temps, mais se construit et se modifie sans cesse grâce aux recherches, aux technologies nouvelles et aux approches interdisciplinaires. Depuis les premières fouilles au XIXe siècle jusqu'aux dernières avancées du XXIe siècle, le domaine paléontologique a traversé plusieurs phases marquantes. Au départ, les découvertes se limitaient souvent à des fossiles isolés ou incomplets, rendant les reconstitutions très hypothétiques. Bien des idées reçues sont ainsi nées d'observations fragmentaires, auxquelles nos ancêtres scientifiques ont donné une interprétation erronée ou simplifiée, imposant dans le même temps certains clichés populaires. Avec le temps, cependant, les techniques d'analyse se sont considérablement enrichies. La radiométrie a permis de dater les fossiles avec une précision inégalée, balisant la chronologie de toutes ces espèces disparues. L'imagerie médicale, l'étude microscopique des tissus fossilisés, l'analyse géochimique des sédiments et même la modélisation informatique 3D ont ouvert des fenêtres inédites sur la morphologie, les comportements, voire la physiologie des dinosaures. Les découvertes majeures de fossiles parfaitement conservés, notamment en Chine, ont révolutionné notre compréhension avec la mise en évidence des plumes, des comportements sociaux complexes et même de traces de couleurs. Chaque nouvelle trouvaille a parfois obligé la communauté scientifique à revoir ou affiner des classifications entières, à remettre en question des théories tant sur leur mode de vie que sur leur évolution. Par ailleurs, la paléontologie moderne intègre étroitement d'autres disciplines, la biologie évolutive, la génétique, la climatologie ou même la physique des fluides, permettant une approche plus systémique et dynamique. C'est grâce à cette synergie que l'on comprend mieux les interactions écologiques des dinosaures, les causes profondes de leur extinction ou les adaptations qui ont marqué leur succès. Il importe également de souligner que la science ne prétend jamais détenir des vérités absolues. Les controverses, les débats et les ajustements font partie intégrante du processus scientifique. Ce qui a été admis hier peut être contesté demain. Un fossile inédit, une nouvelle méthode d'analyse ou une simple observation alternative pouvant remettre en cause un consensus établi. Ainsi, la perception même des dinosaures a évolué au fil des décennies, passant de monstres lents et maladroits à des animaux parfois agiles, subtils, socialement complexes et souvent bien plus variés qu'on ne l'imaginait. Cette dynamique constante enrichit non seulement notre savoir, mais nourrit aussi notre imagination et notre fascination. Enfin, cette évolution permanente est un rappel essentiel de l'humilité scientifique. Plus nous apprenons, plus nous savons que de nombreuses questions restent ouvertes, invitant chercheurs et passionnés du monde entier à poursuivre l'exploration du passé lointain. Dans ce voyage entre mythes, découvertes et vérités, la paléontologie continue d'écrire son histoire, faite de patience, de rigueur et de passion, pour mieux comprendre la vie ancienne de notre planète et notre propre place dans cette grande fresque temporelle. Lorsque nous visitons un musée d'histoire naturelle, la vision spectaculaire d'un squelette de dinosaure parfaitement monté
et grandeur nature peut sembler nous offrir un aperçu exact et fidèle de l'animal qui a vécu il y a des millions d'années. Cependant, il est important de comprendre que ces reconstructions, aussi impressionnantes soient-elles, ne sont pas toujours totalement exactes ou définitives. Le mythe selon lequel les squelettes de musée représentent une vérité absolue sur l'apparence et la posture des dinosaures mérite d'être déconstruit afin de mieux saisir les défis et les limites inhérents à la reconstitution paléontologique. Tout d'abord, un squelette de dinosaure complet n'est une trouvaille qu'exceptionnellement rare. La majorité des fossiles découverts sont fragmentaires, parfois constitués de quelques ossements dispersés, ce qui implique que les paléontologues doivent souvent reconstituer les parties manquantes à partir de spécimens similaires ou d'espèces apparentées. Ce travail de déduction et de comparaison contribue à la formation du squelette exposé, mais il introduit, inévitablement, un certain degré d'interprétation humaine et subjectivité. Ensuite, la récupération même des os fossiles est une opération délicate. Les squelettes peuvent être incomplets, déformés par les pressions géologiques ou endommagés par des phénomènes post-mortem. Le montage doit souvent compenser ces défauts, parfois en reproduisant des pièces manquantes en plâtre ou en matériaux modernes. De plus, la manière dont les os sont assemblés et positionnés repose sur les connaissances disponibles à un moment donné, lesquelles peuvent évoluer avec le temps. Au fil du temps, les avancées en biologie comparative, en technologie d'imagerie comme la tomographie ou la modélisation numérique 3D et la découverte de nouveaux fossiles ont amené à corriger ou modifier des reconstructions initiales. Par exemple, l'idée ancienne que certains dinosaures tels que le Tyrannosaurus rex tenaient leur queue traînante a été abandonnée au profit d'une posture plus dynamique avec la queue dressée, basée sur des analyses biomécaniques plus récentes. Il arrive aussi que des squelettes exposés en musée soient partiellement modifiés pour des raisons esthétiques ou pédagogiques, visant à rendre la représentation plus compréhensible ou spectaculaire lors d'une exposition. Ces adaptations, bien qu'utiles pour la vulgarisation, peuvent accentuer certains traits au détriment de la précision scientifique. Enfin, il est important de noter que les tissus mous, comme les muscles, la peau, les organes ou encore les plumes et autres revêtements, ne sont quasiment jamais conservés dans les fossiles. La manière dont ceux-ci recouvraient le squelette, la forme exacte du corps, la couleur ou la texture de la peau restent souvent des hypothèses fondées sur des indices indirects. Ainsi, la silhouette visible dans un musée reste une interprétation, parfois très suggestive, mais jamais une certitude absolue. Cette incertitude n'enlève rien à la valeur didactique et patrimoniale des squelettes en musée, bien au contraire. Ces expositions permettent de susciter l'émerveillement, la découverte et l'intérêt pour la paléontologie. Mais il est crucial pour le visiteur d'adopter un regard à la fois émerveillé et critique, conscient que les images présentées sont le fruit d'un savant mélange de science, d'esthétique et parfois d'approximation. En résumé, les squelettes de dinosaures exposés dans les musées sont des reconstitutions extraordinaires, mais pas des reproductions parfaites et immuables. Ils incarnent le travail minutieux de générations de chercheurs, un portrait toujours évolutif, sujet à révision au gré des nouvelles données et découvertes. Dans la partie suivante, nous envisagerons comment les dinosaures sont aujourd'hui profondément ancrés dans la culture populaire moderne, à travers leurs multiples représentations et leur influence dans notre imaginaire collectif, mêlant science, fiction et symboles culturels. Les dinosaures occupent aujourd'hui une place exceptionnelle dans la culture populaire mondiale, incarnant un mélange unique de fascination scientifique, d'imaginaire collectif et de symboles culturels puissants. Leur existence
bien que datant de millions d'années, continue d'influencer profondément notre art, notre divertissement, notre éducation et même notre réflexion sur la nature et le temps. Cette section explore comment les dinosaures se sont imposés comme figures emblématiques, mobilisant à la fois merveille, crainte, curiosité et inspiration dans notre société contemporaine. Dès leur première découverte au XIXe siècle, les dinosaures ont captivé l'imagination du public, caractérisés par leur aspect mystérieux, leur taille gigantesque et leur disparition aussi brutale que trouble. Ces animaux disparus sont vite devenus des icônes, servant à exprimer l'idée d'un passé lointain, grandiose, mais aussi inconnu et fascinant. Leurs particularités ont alimenté de nombreux récits, mettant en scène ces créatures comme les témoins d'un âge héroïque de la Terre. Au XXe siècle, la représentation des dinosaures s'est amplifiée avec l'avènement du cinéma et des médias audiovisuels. Des films comme le King Kong de 1933 aux immenses productions hollywoodiennes contemporaines, notamment la série Jurassic Park. Les dinosaures ont été dépeints tantôt comme des monstres terrifiants, tantôt comme des êtres vivant dans un monde contradictoire entre sauvagerie et intelligence. Ceci a contribué à renforcer leur statut mythique, décuplant leur aura auprès d'un public très large. Cette popularité se traduit également par une présence importante dans la littérature, les bandes dessinées, les jeux vidéo et la marchandise dédiée aux enfants. L'univers des dinosaures offre un terrain infini pour la créativité et l'apprentissage, mêlant aventure, science et rêverie. Ces créatures permettent d'aborder des thématiques variées, allant de la découverte et de la survie à l'évolution biologique et au changement climatique. Tout cela dans un cadre ludique et captivant. Par ailleurs, les dinosaures ont également investi les domaines éducatifs et scientifiques populaires. Musées, expositions itinérantes, documentaires accessibles, applications interactives, vulgarisation sur Internet, tout contribue à diffuser la connaissance scientifique et à éveiller la curiosité. Ce phénomène favorise une meilleure compréhension du passé naturel, tout en encourageant les jeunes générations à s'intéresser aux sciences naturelles. Néanmoins, cette omniprésence culturelle entraîne aussi certains travers. La popularisation massive peut entretenir des stéréotypes, des idées fausses ou des images datées, parfois déconnectées des avancées paléontologiques actuelles. Par exemple, l'idée que tous les dinosaures étaient de grands prédateurs terrifiants ou que leur coexistence avec l'humain est plausible, perdure malgré les preuves contraires. C'est pourquoi un dialogue entre science et culture populaire est essentiel pour nourrir un imaginaire riche mais éclairé. De surcroît, les dinosaures sont devenus des symboles au-delà du monde naturel. Ils représentent aussi la force brute de la nature, la disparition inéluctable, l'évolution et même la fragilité de la vie face aux bouleversements. Ces thématiques résonnent auprès de chacun, faisant des dinosaures des figures à la fois scientifiques et profondément humaines. Pour conclure, l'implication des dinosaures dans la culture populaire moderne est un phénomène complexe, mêlant fascination scientifique, divertissement et construction d'une mythologie contemporaine. Il continue de nourrir notre imagination tout en servant de pont entre le passé lointain de la Terre et notre présent, incitant à la curiosité, à la réflexion et à l'admiration. La prochaine section abordera pourquoi il est fondamental, pour comprendre le passé et appréhender notre histoire naturelle, de distinguer entre les mythes populaires et la réalité scientifique, une clé pour prolonger cet enrichissement culturel par une démarche éclairée et rigoureuse. Distinguer le mythe de la réalité lorsqu'il s'agit de comprendre les dinosaures et leur époque est bien plus qu'un simple exercice intellectuel. C'est une démarche fondamentale pour envisager correctement l'histoire de la vie sur Terre, pour bâtir une connaissance solide
et pour nourrir un esprit critique face aux représentations, parfois simplistes ou erronées. Cette distinction revêt une importance capitale, non seulement pour la science elle-même, mais aussi pour notre rapport culturel et éducatif à ces fascinantes créatures préhistoriques. D'abord, saisir la différence entre mythe et réalité permet d'éviter les erreurs d'interprétation qui pourraient induire en erreur quant à la nature même du passé biologique. Les dinosaures ne sont pas des monstres fictifs issus de notre imaginaire, mais des êtres réels qui ont évolué selon des règles naturelles, façonnées par des conditions géologiques, climatiques et écologiques précises. En les recevant avec des idées préconçues, souvent déformées par les récits populaires ou la fiction, on risque de manquer la profondeur et la complexité de leur évolution. Par ailleurs, distinguer le vrai du faux pousse à valoriser la méthode scientifique, basée sur l'observation rigoureuse, l'expérimentation, la relecture constante des données et l'ouverture aux nouvelles découvertes. Ces principes sont les garants d'une connaissance dynamique, adaptable et toujours en progression. Appliquer cette rigueur dans la compréhension des dinosaures permet de reconnaître que nos savoirs actuels, bien que précis, peuvent toujours évoluer avec de nouveaux éléments, et que les passions ou croyances ne doivent jamais supplanter la preuve. Ensuite, cette distinction a un impact éducatif crucial. Enseigner aux générations futures que les connaissances scientifiques naissent d'une démarche critique, pluraliste et fondée sur des preuves encourage la curiosité intellectuelle et la pensée autonome. Cela évite que la réception d'informations erronées ou simplistes ne freine la compréhension globale des réalités naturelles ou historiques. D'un point de vue culturel, différencier mythe et réalité enrichit notre rapport aux dinosaures. Cela nous invite à apprécier ces êtres anciens, non pas seulement comme des objets de spectacle ou de peur, mais comme des témoins essentiels des dynamiques de la vie et de l'évolution. C'est une porte ouverte sur la sensibilité, la connaissance du temps profond et la conscience de la place singulière de l'humanité dans la longue histoire de la Terre. Enfin, dans un monde où la transmission de l'information est immédiate et massive, où la fiction et la réalité se mêlent souvent sans filtre, savoir repérer les mythes, les légendes et les fausses certitudes est une compétence précieuse, voire nécessaire. Cela permet de garder une lucidité face aux images impressionnantes, mais parfois trompeuses, aux affirmations sensationnalistes ou aux idées reçues qui perdurent, malgré les preuves contraires. Ainsi, bien distinguer le mythe de la réalité en paléontologie, c'est honorer à la fois la complexité du passé et la vérité scientifique, pour mieux comprendre l'incroyable aventure de la vie sur notre planète. C'est aussi embrasser une forme d'humilité devant un monde ancien, dont nous ne percevons qu'une partie de la richesse. En conclusion, ce travail de distinction est plus qu'un simple exercice intellectuel. C'est une nécessité pour avancer avec discernement, pour apprécier le merveilleux et pour apprendre sans cesse. Les dinosaures continuent de nous parler, non seulement de leur transformation à travers les âges, mais aussi de notre propre histoire, en quête de savoir et de sens.